affects qu'ils ont des autres, parce que affect, et il faut chercher un dictionnaire, hein, ils sont affectés par l'autre. Mais le pire, c'est que là, dans ce brouhaha, dans cette aspiration du monde, ils ne savent plus où ils en sont. Et donc, tout ce qu'ils peuvent vivre, ils ne savent même pas si c'est eux qui le vivent. Donc c'est ça qui est important de voir. Et c'est pour ça que là, je parle aux instituts, que moi j'adore toutes ces personnes qui se déplacent pour parler de ces problèmes-là. C'est les instituts, cet enfant HP, si on a la chance de l'avoir dans la classe, ça va être le thermomètre de notre classe, mais ça va être aussi le miroir de ce que l'on peut être nous. Parce que si on n'est pas debout, quand on arrive devant une classe où il y a des HP, à la fin, ils vont la trouver très vite. Et ça, il va vraiment falloir apprendre déjà à se résoudre soi-même pour pouvoir être face à ces enfants-là. D'ailleurs, je vous expliquerai plus tard, à Cyrano, nous, on est supervisé par un psy. Et c'est normal. Donc, ensuite, sur l'état, on parlait des états extrêmes de ces enfants, ils sont hyper tout. Et ces états, parfois, ils sont en haut, parfois ils sont en bas, et on ne sait pas ce qui se passe. C'est un petit peu comme dans le traitement du signal, il y a des conjonctions. Je sais pas, on peut s'amuser avec les gyrophares des pompiers. Parfois, ils tournent en même temps, ils sont en phase, et parfois, ils tournent en décalé. Ils sont en opposition, c'est une opposition destructrice. Et quand tous les paramètres sont destructeurs, le gamin, il est par terre. Et puis, on ne sait pas pourquoi, et lui, encore moins, il sait pourquoi. Donc, en fait, il va falloir l'aider et lui expliquer comment il fonctionne pour que jamais ne s'éteigne cette petite flamme qu'ils ont en eux. Donc, la créativité. Alors, la créativité, elle est énorme. Nos enfants ont une créativité. Alors là, je fais même pas Là, je fais l'amalgame de tous les enfants. Vous prenez par exemple des doodles, vous prenez un cercle avec deux petits segments tangents aux deux pôles, et puis vous demandez à un enfant qu'est-ce que ça peut être, et vous lui donnez 3 minutes. Il va vous donner 10, 15, 20 réponses. Vous demandez ça à un adulte, il en a 3. Et encore, il aura bien cherché, quoi. Et il va demander à sa femme, qu'est-ce que tu vois de ton machin Voilà, cette créativité, ils l'ont tous, il faut se demander pourquoi on la perd quand on grandit. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux états? Et si ce sont vraiment deux états. Ensuite, sur le plan social, la problématique, c'est que l'intelligence, c'est toutes les possibilités. Alors, je ne vais pas faire du dénombrement, on ne va pas faire des probas, mais tout est possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans la communication, eh bien, l'interprétation de ce que l'autre va nous apporter, elle peut être tellement multiple qu'on ne sait même plus ce que le message porte. C'est-à-dire que ces gamins, ils sont tellement... cette pensée en arborescence, comme on le dit souvent, cette pensée en arborescence fait que même sur le plan social, dire un « je t'aime », ça ne veut rien dire. C'est peut-être faux, c'est peut-être parce qu'il a besoin de quelque chose. Il y a tellement de possibilités que finalement le message est clos et on n'arrive pas à communiquer. Alors comment faire pour retomber sur nos pattes? Donc moi je trouve qu'avec les gamins qu'on a à l'école, il n'y a pas à boire, avec les gamins qu'on a à l'école, s'il te plaît, le principal, tout ce que l'on fait, je pense qu'on répare avec le langage. Le langage, à chaque fois qu'on passe par le langage répare, mais il faut faire attention parce que le langage détruit aussi, et ça on le verra tout à l'heure. J'essaierai de vous en parler. Ouais, alors il faut que j'aille plus vite. Alors, je vais essayer d'aller. Voilà, il y a encore quelques idées reçues. Donc, et voilà. Donc l'intelligence. Alors, moi je prends l'exemple de l'intelligence, tous les enfants sont surdoués, donc apparemment il y a des bouquins qui sortent là-dessus. Vous voyez, tous les enfants sont doués d'intelligence, mais certains plus que d'autres, d'accord. À partir d'un certain QI, il y a une manière d'appréhender le monde, on va dire, qui est différente. Alors, c'est pas plus ou moins d'intelligence. Ça, je suis pas du tout là-dessus, et ça, je m'en expliquerai tout à l'heure. C'est pas ça qu'il fallait faire. Les parents, on le voit bien, les parents qui voient comment leurs enfants vivent ont besoin de se réparer. Et moi, les parents, comme les instituts, comme tous les profs, parfois, comme j'ai créé mon école, parfois on a besoin de se réparer, on a besoin de se donner les moyens ou de donner les moyens qu'on n'a pas eu aux autres. Et c'est une façon comme une autre, et on a chacun sa manière de voir. Ensuite, pour le surdoué, la réussite, ça, vous en avez parlé tout à l'heure, mais pour la réussite, c'est vrai que à partir d'un certain QI, nous, ce qu'on voit, c'est que
le décalage est tellement énorme que la réussite, c'est très très difficile de l'appréhender. Alors il y a des chiffres qui disent qu'il n'y a qu'un tiers des précoces qui arrivent à avoir le bac, mais il y a un certain niveau de QI où le décalage est tel que la façon de fonctionner de l'école, alors je ne critique pas l'école parce qu'on a, en fait, je vais vous dire après qu'on a tous les moyens de pouvoir faire en sorte pour, on peut tout faire pour ces enfants. Mais à partir d'un certain QI, il y a des choses qui deviennent apparemment impossibles. Alors, quand on prend en dessous de 130, jusqu'à 130, on peut être premier de classe, on peut réussir, mais on voit bien aussi que je connais beaucoup de ces adultes, alors vous allez dire que ce n'est pas statistique, mais beaucoup de ces adultes qui ont quand même été premiers de classe, qui ont fait des études magnifiques chez l'IX, à Centrale, à machin, un truc, des ingénieurs, des chercheurs, mais qui au bout d'un moment, à 40 ou 50 ans, changent complètement de vie. Parce qu'ils ont fait quelque chose pour lequel ils s'étaient adaptés, parce qu'ils ont voulu s'adapter au monde qu'on leur avait présenté, mais en fait c'était pas leur monde. Et c'est la phrase qu'on a entendue tout à l'heure, deviens ce que tu es, hein, cette phrase de Pindar reprise par Nietzsche, c'est assez sympathique, je me presse. Donc ensuite, il y a la mésestime. La mésestime, c'est toujours, on se compare toujours, il y a l'analogie, on se compare, et un gamin, là tout à l'heure Mariette parlait de mémoire de travail, mais un gamin HP qui va se servir de son intelligence pour lire ne va pas automatiser sa lecture, ne va pas automatiser son écriture, et se servira toujours de son intelligence. Et à partir de là, sa mémoire de travail fonctionne pour des tâches qui auraient dû être automatiques. Et donc son intelligence ne peut pas non plus fonctionner pour la compréhension. Donc là aussi, on a des gamins HP qui vont être ralentis juste parce qu'ils se servent de leur intelligence pour tout. Et ça aussi, quand ils vont se comparer au petit copain qui écrit bien sans forcer, qui lit bien sans forcer, la comparaison, là on est en dessous de tout. Le gamin, il est en dessous de tout. Donc, le fait c'est que, est-ce qu'on doit dire à un gamin qu'il est HP? Il y a des parents qui hésitent. Comme les parents ont besoin de se réparer, il y a des gamins qui ont besoin de se réparer. Et l'intelligence, elle n'est pas prétentieuse. L'intelligence, au contraire, c'est ça son double tranchant, c'est que l'intelligence, elle remet en doute. Cyrano n'a jamais osé dire à Roxane qu'il l'aimait. Et Roxane n'a jamais pensé que Cyrano puisse l'aimer. Il était trop élevé, c'était un héros, il savait tout faire. Donc cet amour impossible, c'est parce que l'intelligence les a empêchés d'avancer. Et donc, moi je pense que ce passage du XXe au XXIe siècle, on a tous les outils, tous les outils scientifiques pour passer de ce raisonnement sur le groupe, parce qu'on a un groupe classe quand on est prof, à un raisonnement sur l'individu. Pour ceux qui font de l'épistémo, passer du holisme à l'individualisme méthodologique. Mais bon, ensuite, quelques difficultés à l'école. Oh, ça n'apparaît pas. Donc, l'émotionnel. Alors, l'émotionnel, on a des gamins qui vont rendre feuille blanche, par exemple en philo, en terminale, parce qu'ils n'ont même pas la phrase d'accroche, donc ils ne voient pas pourquoi ils feraient le reste. Donc, ils ont des bons raisonnements, ils ont la leçon, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils ne trouvent pas la phrase d'accroche. Et à partir de là, c'est feuille blanche. Alors, moi, je suis prof, t'es nul, t'as pas travaillé, etc. Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça, parce que quand on commence à l'interroger à l'oral, ils sont monstrueux, ils nous arrachent, quoi. Et même, pour en suivre certains, il faut se concentrer. Et tout est là. Mais cette feuille blanche, cet interro raté, n'est surtout pas leur image. Et pourtant, eux, c'est ce qu'ils voient. Ils vont voir le zéro, ils vont voir la feuille blanche, et en fait, c'est ce qu'ils sont, eux. Et cette intelligence va faire que, il n'y a que les Beati paupera spiritu, bienheureux les pauvres d'esprit. Eux, malheureusement, ne le sont pas. Et à partir de là, par contre, quand ils aiment leur prof, là, ils décrocheraient la lune. Et ça, le lien qui est à produire entre l'enfant HP et l'instit, si on a la chance d'avoir un enfant HP, eh bien c'est lui qui va devenir le leader de la classe et qui va nous aider à faire la classe. Alors face à l'effort, donc là aussi, face à l'effort, on a des gamins, par exemple dans la phobie scolaire. Alors il y a la phobie scolaire qui prend les tripes, bien sûr, ou le cœur. Et celle-là, on avait un gamin qui vomissait rien qu'en voyant, il vomissait dans la voiture de sa mère rien qu'en voyant le panneau école. Mais il y a aussi la phobie intellectuelle du gamin qui revient après des années de passer à la maison, de psy en psy, d'hôpital en hôpital, essaie de revenir en scolarisation, et qui arrive et qui se dit, je ne sais plus rien, comment je fais? Et là, il avait fait le pas de revenir vers l'école, mais de toute façon, c'est impossible. Il y a 3 ans, 4 ans de retard. Là, l'année dernière, on a un gamin qui a passé le bac, et son bac, il n'avait jamais été à l'école de sa vie. Alors, ensuite, sur le plan psychosocial,
Sur le plan psychosocial, bien sûr, comme tout est amplifié chez le haut potentiel, ben, les différences se voient, le relief n'est pas émoussé, c'est un vrai relief. Donc, de toute façon, comme on est toujours en train de faire nos analogies et nos comparaisons, ben, de toute façon, on va voir ce décalage. Et ce décalage, même, va nous arriver dans la figure, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, sur le plan psychosocial, ben, ces jeunes décalés, alors, ben, maintenant, je pense que si vous voyez Netflix, ça fait pas mal de sujets de séries, et ça, c'est assez intéressant de voir que ben, c'est du stéréotype, c'est comme l'avare, hein. Il n'y a pas plus Zarpagon que l'avare, ou il n'y a pas plus avare qu'Harpagon, mais on a besoin de stéréotypes pour comprendre ce qu'est l'humain. Et ça, profitons-en. Sur le plan maintenant, bon, on va essayer de passer, parce que je sais que je vais être en retard, on va essayer de passer au Vous avez 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes, c'est tout. Ah. Ouh là là. Donc, j'essaie. La relation à soi, à l'autre et au monde. Voilà. Moi, je pense que, enfin, personnellement, avec ma petite expérience d'une des écoles qui fait des choses dans ce domaine-là, moi, je pense que la solution, passer par le langage, il va falloir expliquer, avoir une lumière extérieure à ce qui se passe, à la façon dont on fonctionne. Et c'est ce qu'on appelle le méta, hein, la métacognition, avoir du méta-affectif. Je vais mettre méta partout parce qu'on a besoin de cet éclairage extérieur pour savoir comment on se sent. D'ailleurs, un gamin a besoin de savoir exactement dans quel état il est. Il y a des gamins, dans la classe, ils ne vont pas être concentrés parce qu'il y a un peu trop de lumière à ce moment-là, il y a la pression atmosphérique qui n'est pas bonne, demandez aux instituts les jours de pluie, elles sont sur les genoux en rentrant à la maison, parce que les gamins n'en peuvent plus, parce que rien que la pression atmosphérique agit. Mais si on explique au gamin que ceci ou cela agit sur lui, il va pouvoir, avec une rétroaction, il va pouvoir agir dessus. Donc, comme ils sont déconnectés de leur corps, type le gamin qui dit j'ai mal au ventre, ou des gamins qui ont des douleurs sourdes, ils s'en aperçoivent même pas. Et c'est quand ils vont chez l'ostéo, ils sortent et ah ben tiens, mais j'avais mal. Ah ouais, mais combien de temps ça avait? Ah ben ça fait quelques années. Ça arrive ça. Et ils ne le sentaient même pas, parce qu'ils s'étaient habitués à cette douleur. Donc, avoir cette connexion avec déjà leur être interne, et ça, par exemple, avec les TDAH, c'est excellent. C'est ah ouais, mais hier, tu as tenu 3 minutes, là, tu vois que tu as décroché, essaye. Et puis, de toujours être là, à lui dire dans quel état il est, et donc nous, d'avoir notre mémoire. Là, hier, tu as réussi à faire ça. Aujourd'hui, ben voilà, ce matin, tu as tenu 1h03. Regarde, là, tu commences à décrocher parce que ton corps est en train de me parler, tu n'es pas dans la bonne position pour bosser, parce que nos corps, bon là, vous essayez d'être neutre, mais vos corps parlent. Nos corps parlent malgré nous. Et donc, nous, les profs, on est là pour lire, aider l'enfant à lui dire dans quel état il se trouve, pour que plus tard, il arrive à avoir une rétroaction sur lui. Alors, ça arrive avec les gamins qui prennent de la Ritaline, parfois on a ça, à 12 ans, 13 ans, ils en ont marre, et ils disent, je vais arrêter, parce que maintenant, je sais ce que c'est être concentré, et je vais essayer de reproduire ce phénomène par moi-même. Alors, je dis, va voir ton médecin. Mais, on est bien d'accord. Hein. Voilà, bon. Donc, cette déconnexion aussi, elle est externe, c'est déconnecté d'autrui. Hein. Donc, dans les relations sociales, là aussi, il va falloir mettre des mots sur ces relations sociales. Parce que le tissu affectif est un imbroglio. Et c'est à nous de lui montrer comment on peut lire, de lui donner les outils de lecture du tissu social. Là, il s'est passé telle chose parce que ceci, parce que cela. Quand on était petit, des vieux comme moi, on avait les leçons de morale à l'époque, mais quand vous regardez par exemple aujourd'hui en famille un film avec un enfant, posez des questions, vous allez voir qu'il y a des scènes qu'ils ne comprennent pas. Eh bien, c'est à nous de les aider. Il faut parler pendant les films. On ne met pas un film comme ça pendant 1h30 et puis on regarde ça en famille. Non, non. Pendant 1h30, on parle avec le gamin. 10 minutes, ok. Donc, ouais, il arrive. Donc, le problème aussi, bon, là j'avance un petit peu plus vite, bon, c'est cette conscience. Et moi je dis qu'on doit être le Jimmy Cricket de ces enfants. On doit être cette conscience extérieure. Parce que l'enfant n'a pas réussi à trouver les outils de sa propre lecture, de la lecture du monde, il va falloir lui tracer ces choses-là. Et de par son intelligence, que ce soit pour redévelopper un langage, que ce soit pour redévelopper un côté affect, etc., affectif ou autre, cognitif, s'il sait comment il fonctionne, s'il sait quels outils il peut avoir pour appréhender le monde, on va développer quelque chose qui, il n'a plus besoin de nous. Quoi. Et c'est ça notre but. C'est qu'un enfant, en tant que parent, en tant que fils, c'est qu'un gamin, il n'a plus besoin de nous pour faire ses devoirs, il n'a plus besoin de nous pour manger. C'est l'autonomie.
c'est qu'il décolle de ses propres ailes. Et ça, c'est la chose la plus importante. Donc, on va sauter un peu. Hein. Science et épistémologie, ça y en est arrive. Donc, la science et l'épistémologie, un enfant HP, il est dans la confiance totale. La confiance avec le prof, ça s'appelle la confiance épistémique d'ailleurs. Mais par contre, aucune connaissance n'est gratuite ni n'est évidente. J'avais un gamin sur les tableaux de conversion, c'était un CE1, CE2, on faisait tous les tableaux de conversion. Parce que quand je fais quelque chose, je le fais en entier. Il me disait, mais Stéphane, ce que tu fais, ça ne marche pas, là, tes kilomètres carrés, machin, c'est n'importe quoi. Tu me dis kilos, c'est 1000 en grec et machin. Et en fait, je dis, mais comme tout le monde, hein, je dis, mais c'est facile, tu vois bien, tu fais ça, ça, ça. Et en fait, il m'a montré, ce gamin-là, que les tableaux de conversion étaient faux. Parce que kilomètre carré, c'est faux, puisque c'est 1 million. Donc il faudrait que kilo, lui aussi, soit au carré. C'est-à-dire que le gamin ne comprenait pas, parce que moi, dans ma tête, j'avais une évidence que j'avais acceptée, sans même me poser la question. Eh bien, ces gamins, ils sont comme ça. Quand on va devoir leur donner quelque chose, leur offrir quelque chose, il faut le construire avec. C'est un petit peu peut-être la définition du verbe connaître, naître avec. Eh bien, eux, ils vont devoir passer par le langage, on va devoir passer par le langage pour construire quelque chose. Et donc, vous tous, hein, si vous n'aviez pas le mot atome, vous ne verriez pas la matière de la même façon. Vous seriez encore avec l'eau, la terre, l'air et le feu, et puis peut-être la quintessence pour les meilleurs. Mais aujourd'hui, il y a l'atome. Donc le monde, tel que vous le voyez, est différent à un mot près. Et ce mot, si moi, en tant que prof de physique-chimie, je suis persuadé du fait que cet atome existe, eh bien mon gamin créatif, il ne découvrira rien d'autre. Et donc, il faut tout poser. Les mots sont importants. On connaît bien algèbre, un code donné algèbre. C'était un mot des rebouteux, c'était pour réparer. Eh bien, Al-Khwarizmi, quand il a découvert comment résoudre certaines équations, eh bien, c'était tellement magique qu'il lui a donné un mot. Il y a abracadabra aussi, quand on ouvre un corps pour le délivrer de son âme, etc. Alors, un gamin, pourquoi 2 fois 3, ça serait égal à 3 fois 2? Il faut l'expliquer. Et comment on peut l'expliquer? On ne peut pas l'expliquer. Puisqu'une théorie, il y a une axiomatique. En fait, on a choisi en arithmétique le fait que la multiplication soit commutative. Mais si on a envie que ce ne soit pas commutative, eh bien on n'est plus dans l'arithmétique. On prend par exemple les matrices. En matrice, 2 fois 3 n'est pas égal à 3 fois 2. Donc on révèle à l'enfant qu'il y a d'autres mondes. À partir de là, l'enfant HP sera OK pour apprendre le monde que vous allez lui apporter. Parce qu'il y en a d'autres qui sont possibles. Et ça, c'est une révélation. Et comme le 2 plus 2 fait 4, 2 plus 2, le jour où il rencontre les vecteurs, 2 plus 2, ça peut faire 3, hein, je suis désolé. Quoi. Donc en fait, une théorie, c'est quoi? Ça repose sur une axiomatique. Alors, par exemple, on a Newton. Je vais donner un petit exemple tout bête. Alors, je sais pas, j'ai un petit stylo. Newton, pourquoi un stylo tombe? Alors ça, mes élèves, ils le connaissent. Pourquoi un stylo tombe? Newton dit il y a des forces dans l'univers. Et les vecteurs peuvent représenter ces forces. Ok. Donc la Terre attire le stylo attire la Terre. Ok. Bon, il y a la petite légende. Regardez les légendes d'adultes. On pense que c'est parce que les pommes tombaient sur la tête de Newton, mais pas du tout. Newton ne se posait pas cette question, pourquoi la pomme tombe? Il se posait la question, pourquoi la Lune ne tombe-t-elle pas? Donc encore une légende d'adulte. On ne peut pas passer à nos enfants. Qu'est-ce qui arrive? Il y a Einstein qui arrive. Donc lui, il y a une torsion de l'espace-temps. La Terre prend sa place dans l'espace-temps, et donc va tordre l'espace-temps. Et quand on met le stylo, il va suivre simplement les courbures de l'espace-temps. Donc il n'y a aucune force dans l'univers. Qu'est-ce qu'il va dire un gamin? Tu viens de me dire qu'il y a des forces, et là il n'y a pas de force? Et puis il y a pire encore. Il y a la mécanique quantique. La mécanique quantique, si le stylo tombe sur la Terre, c'est parce que la Terre et le stylo échangent des particules. Ça s'appelle des gravitons. Et qu'en se rapprochant, on dépense moins d'énergie pour pouvoir se les échanger. Donc le stylo se rapproche de la Terre. Et si je fais l'expérience, hop, c'est vrai. Bravo l'expérience scientifique, hein, sur la véracité de l'expérience scientifique. Et voilà. Et moi, comme je suis prétentieux, j'ai été chez Victor Hugo, j'ai pris les jeans. Alors il y a les petites fées clochettes qui essayent de porter le stylo. Et puis il y a les jeans qui sont des vilains génies et qui tirent dessus et qui sont plus forts que les fées clochettes. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on a? Alors il y a pire, hein, on peut prendre en philo, il y a Hume qui va dire, si le stylo tombe, c'est juste des probabilités. Il y a peut-être une chance sur des milliards qu'un jour, il reste en l'air. Etc. Donc quand on va dire à l'enfant, on enlève tout ça, on lui laisse Newton, qu'est-ce qui reste? Et on va lui imposer ça, mais comment il va découvrir autre chose? Comment on va pouvoir profiter de ces gamins et de leur capacité à la créativité? Donc voilà, ça je vais essayer de faire un petit peu plus vite. Je sens qu'il n'y a pas de l'eau.
Donc voilà, alors lecture herméneutique. Alors Hermès, bien sûr, c'est le dieu messager. Hein, c'est celui qui traduit ce que les hommes disent aux dieux et ce que les dieux disent aux hommes. Et donc en fait, en philosophie, c'est la science de l'interprétation. Il y a l'exégèse, il y a la philologie, il y a tout ça. Et donc, apprendre à lire, c'est comme apprendre une leçon. On ne peut pas dire à un gamin, va faire tes devoirs. C'est quoi faire des devoirs? Hier, il y a encore un petit gamin de 7 ans qui me dit, je dis, bon, on va apprendre la leçon là, pendant 10 minutes, je vais mettre de la musique. Mais c'est quoi apprendre? Super question. Allez, j'arrête tout. Allez, on fait un cours sur quoi apprendre. C'est quoi apprendre? Ça, c'est vraiment important. Et approfondir la lecture d'un texte, eh bien, moi j'aime bien les axes, hein, parce que je suis un petit peu... Donc déjà, savoir ce que c'est une explication, un commentaire. Faire la différence. Qu'est-ce qu'une explication? Qu'est-ce qu'un commentaire? Une explication, on va analyser, détruire, hein, puisque lire c'est détruire, et commentaire, eh bien on va te demander ce que tu en penses. Comment tu as reçu ce que l'auteur a dit? Moi quand je lis des bouquins, j'essaie de savoir, comme si j'étais télépathe, ce qu'est le gars dans sa tête. C'est-à-dire qu'on peut aller plus loin que ce qu'on est en train de lire. On peut aller plus profondément. Ensuite, un texte, il y a le texte, il y a le plan, il y a les phrases, les figures de style, les conjugaisons, la ponctuation. Et là, ça donne une raison à l'enfant d'apprendre enfin sa conjugaison. Ça sert à quoi la conjugaison? Quand tu n'es pas sûr, quand tu fais une théorie, tu mets du conditionnel, quand tu es machin. Ça, c'est vraiment important de lui montrer qu'il y a plusieurs manières de parler. Et qu'en fait, ces manières de parler dans le monde, elles sont différentes. Il n'y a pas les mêmes temps dans toutes les langues. Les langues indo-européennes fonctionnent d'une certaine manière. Si on fait de l'informatique, tous les langages informatiques fonctionnent sur l'indo-européen. Eh bien, qu'on le sache, qu'on essaye de voir un petit peu plus loin. Si on apprend le français, il va falloir apprendre un petit peu tout le reste. Et faire l'histoire des langues, et de voir comment ça s'est développé, etc. Et à partir de là, l'enfant pensera que ce n'est pas une imposition, et il va être ouvert à tout. Et après, au-dessus du texte, il y a le livre, il y a l'œuvre, il y a le siècle. Voilà pourquoi on fait aussi tant de choses à l'école. Et que tout ça, ça nous construit, ça construit notre vision de ce que l'on fait à l'école. Et que l'école est une raison d'être. Parce que souvent, quand on est parent d'HP, le gamin, il vient de l'école, il dit, qu'est-ce que t'as appris? Bon, ben, ah ben super, je te renverrai à l'école, machin. Et puis l'école va perdre de sa teneur, alors que c'est quand même... les profs sont la classe sociale la plus importante dans une société, puisque c'est l'avenir de nos jeunes. Alors, pour les profondeurs de texte, bon, bien sûr, il y a eu la Kabbale, hein, il y a 4 niveaux de texte, 4 niveaux de lecture de texte. Il y a Origène, mais lui, il en a plus que 3. Alors, on voit bien déjà là qu'il y a des catégorisations qui sont différentes. Ça veut dire que quand on va faire une catégorisation, quand en français on dit à un gamin, les natures de mots, il y en a 9. Il y a les 4 et 5, variables, invariables. Pourquoi 9? Pourquoi ce ne serait pas 10, 12, etc. En HP, il faut lui expliquer. Il faut lui expliquer, on a choisi ça comme ça. Quand on fait le classement des animaux, il y a le classement selon Buffon, avec les genres, espèces, familles, super-ordres, des machins, etc. Mais si on fait de la phylogénétique, on n'est plus dans la même chose. Ça veut dire, par exemple, reptiles, ça n'existe pas. Il y a les classes, il y a les clades et il y a les taxons. Donc il y a plusieurs manières de trier les objets. Et ces plusieurs manières de trier les objets, pour pouvoir apprendre, il va falloir en choisir une. Il va falloir mettre une axiomatique et des définitions. Souvent, on a des gamins qui disent « je comprends rien ». Non, c'est pas que tu comprends rien. On va essayer de définir ce que tu ne comprends pas. Et en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est le mot. Mais pourquoi tu appelles ça machin? Je dis « pourquoi tu appelles ça une chaise ?» Parce qu'on va devoir donner des conventions pour qu'on puisse se comprendre. Si tu ne poses pas tes coudes sur la table, c'est parce que moi je suis maladroit, et puis je renverse mon verre, alors je le mets là, il y a des petites actions. Il va falloir tout expliquer. Alors je sais que c'est fatigant en tant que parent, en tant qu'enseignant aussi parfois, mais en fait ça ouvre à tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de gratuit dans ce que l'on fait. Donc l'herméneutique nous ouvre ça et peut nous ouvrir plein d'horizons, parce que quand on regarde, parce que maintenant les gamins, bien sûr ils ont des écrans, etc., mais c'est leur mythologie à eux. Mais par exemple, si je prends Blanche-Neige, qui a vu quand on était petit que Blanche-Neige, en fait, ça n'avait rien à voir avec l'histoire de 7 mecs avec une femme dans une forêt, que en fait les 7 mains représentent les 7 notes, les 7 planètes, les 7 caractères, puisqu'ils ont tous des caractères bien trempés comme l'acier. Donc en fait, ces 7 métaux représentent en fait les métaux que l'on transforme. Et bien qui est Blanche-Neige? Quand elle est là, ils ne se battent plus, c'est la pierre philosophale. Et eux, la pierre philosophale, ils l'ont dans Harry Potter, ils l'ont ailleurs. Donc en fait, quand on lit Blanche-Neige, on est en pleine alchimie. Donc en fait, quand on est avec nos gamins, et quand on essaye de se libérer soi-même, on peut voyager. Donc, j'essaie d'aller plus vite. Sauf le Minotaure, tant pis. Bon, le Minotaure, bon... Un gamin,
HP, et comme beaucoup d'entre nous, ils ont besoin d'une mission. Quand on regarde la pyramide de Maslow, pour ceux qui connaissent, on sait que on va remplir les besoins physiologiques, on mange, on boit, ensuite les besoins de sécurité, les besoins sociaux, les besoins d'estime, et ensuite les besoins d'épanouissement. Comme les Grecs, puisqu'ils avaient des esclaves, ça c'était tranquille, donc ils ont commencé à faire des maths, de la philo, etc. Nos HP, non, c'est pas ça. Nos HP, s'ils n'ont pas ça, le reste ils s'en foutent. C'est comme un ado à qui on dit il va te laver. Tant qu'il n'a pas de copine, pourquoi il se laverait? Ça sert à rien. Il n'y a pas de mission. Donc, non, mais c'est vrai. Le HP, c'est Merci, ça. papa. Et en fait, Merci, le papa. HP, il a aussi besoin, il y en a tellement qui ont souffert, il y en a tellement qui ont été égratignés par les murs, qu'ils ont besoin d'une deuxième chance. Et Victor Hugo, Les Misérables, ces étiquettes que l'on pose sur les gens, un HP, par son côté, c'est l'effet Pygmalion en psychologie ou le looping effect en psychiatrie. Quand on dit à quelqu'un t'es comme ça, il le devient. T'es qu'un petit voyou, il va le devenir. T'es qu'un cancre, il va le devenir de toute façon. Et en fait, ils s'en sont pris tellement dans la tête qu'ils ont besoin d'une deuxième chance. Et Jean Valjean, c'est quoi? C'est Jean Valjean, quand il a piqué les couverts en argent, quand il est venu entre deux gendarmes devant le curé, qu'est-ce qu'il a fait, le curé? Il a pris les chandeliers. Il a dit, mais vous avez oublié ça. Et qu'est-ce qu'il dit Victor Hugo à la fin? Qu'est-ce qu'il dit Jean Valjean à la fin quand il va donner ses chandeliers à sa fille? Il va dire, cette lumière m'a toujours suivi dans la vie. Donc voilà. On a connu. C'est pas pour rien qu'il a créé cette école, je pense. Parce qu'il n'est pas spécialement spécialiste, mais il est HP. Alors. Du coup, Il n'est pas spécialement spécial. Alors, tu vois, moi j'ai compris quelques trucs. Parfois c'était très rapide. Mais bon. Oui, on va poser des questions. Je vais un peu parler un peu de lui parce que c'est un homme de terrain. C'est vrai. Il est sur le terrain. parlez-moi. Et il nous a convaincus parce que moi au début, j'étais un peu réticent parce que je venais du circuit normal, on va dire. Et à force de l'écouter faire, de le voir faire, on découvre ce monde intriguant des aspects où il y a beaucoup d'affectifs et on n'arrive plus à s'en sortir. Mais c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a beaucoup d'affectifs. Et donc, du coup, on apprend tous les jours. Il nous a tellement imbibés dans ce milieu-là que nous resterons dans ce milieu pour le reste de nos jours. Au plaisir. Alors, on va donc laisser place aux questions. Donc, certainement, vous avez des questions sur l'exposé ou sur l'HP en général. Parce qu'il y a des spécialistes qui sont passés, mais comme je dis, lui, c'est quand même un homme de terrain. Il est tout le temps avec les gamins. Et le HP, que j'appelle moi le zèbre, qui ont des éleveurs différents, chaque zèbre est différent de l'autre. Donc du coup, ça veut dire qu'on apprend de chaque HP. Et comme il en a croisé plus que nous, donc il a beaucoup plus d'expérience que nous sur ce domaine-là. Et vous avez senti un peu l'émotion dans le discours, parce que c'est du ressenti. Voilà. Donc si vous avez des questions à poser. Voilà, donc si vous avez des questions, alors. En fait, vous parliez tout à l'heure je suis désolée, je reviens plein de diapos en arrière. En fait, vous parliez de un peu soigner par le langage, etc., et de toujours verbaliser et toujours apporter des réponses, ou essayer de, en tout cas, aiguiller les réponses. En fait, vous parliez aussi à un moment donné de séparer ce que l'enfant ressent de ce qu'il ressent des autres. Et en fait, moi, je voulais savoir concrètement, quelle réponse, qu'est-ce qu'on dit à un enfant HP qui pose devant nous l'angoisse de son identité, en fait. Parce que justement, si c'est pas ce qu'il ressent de ce qu'il ressent des autres, finalement, comment il peut savoir de quoi il a envie si finalement il est sans cesse dans l'envie d'aider l'autre, de le rendre heureux? Est-ce que sa propre envie, elle se confond pas avec les envies de l'autre? En fait, il faut expert parce que ça veut dire qu'on n'existe qu'à travers l'autre. Donc si on change d'entourage, on change nous-mêmes, en fait. Oui, je suis d'accord sur la totalité de ce que vous dites. Alors, première chose,
Vous me faites penser que Ousmane ait dit que je suis un HP. Il y a encore 24 heures, j'aurais refusé qu'on dise ça de moi. Et ça, c'est impossible. J'ai 48 ans. Donc bon, aujourd'hui, je fais mon coming out. Mais ça, je n'aurais jamais accepté qu'on puisse dire des choses comme ça de moi, parce que c'est pas presque une insulte, mais en fait, c'est déterminer ma vie. En fait, dès que vous allez dire quelque chose à un enfant, vous allez déterminer sa vie. Mais moi, j'ai ma fille qui m'a régulé aussi, parce que moi, je n'ai pas voulu transmettre certaines choses à mes enfants. Je me suis refusé de me donner. J'ai refusé de donner une partie de moi-même. Ma fille me le reproche aujourd'hui. Même si, en filigrane, elle sait ce que je suis. Mais on a besoin d'avoir cette prudence avec un enfant, parce que, en fait, on a nos rêves, on a nos actions, on aimerait bien pour notre enfant ceci, pour notre enfant cela, et c'est toute cette façon d'être l'humain où on ne sait pas où sont les limites, on ne sait pas de quel côté on tend la limite. Et c'est pour ça que c'est toujours un dialogue avec l'autre, avec l'enfant. Et si on ne met pas au point ce dialogue, et si on n'a pas le langage, parce qu'il y a l'affectif, on peut très bien faire un free hug à son enfant, mais c'est pas ça qui... Enfin, c'est bien, il faut savoir arrêter le temps. Mais de l'autre côté, si on n'a pas déjà cette base de langage, de l'échange, ben c'est fini. C'est comme avec un élève qui va vous mettre le why dans la classe. Ben, première fois, vous le prenez pendant la pause, vous allez discuter avec lui vraiment de façon profonde, etc. Deuxième fois, il remet le why, etc. Et puis petit à petit, vous allez mettre un lien entre vous et lui qui fait que au bout de la xème fois, un regard suffira. Ah oui, mais c'est vrai, c'est telle personne en face. Mais cet échange, c'est un partage. C'est pas le prosélytisme, c'est envahir l'autre. Eux, non, ils phagocytent l'autre et ils le prennent avec eux. Et ils ont cette empathie et cette absorption du monde. Il faut les protéger. Parce que si je ne suis pas bien en rentrant le soir à la maison, mes enfants ne seront pas bien. Moi, quand j'ai des enfants qui arrivent à l'école le matin, et moi je demande toujours, moi je suis toujours souriant. Et quoi qu'il arrive dans la vie. Et quand je demande à un enfant qui arrive et il me dit, je ne vais pas bien, eh bien, ça me prend à 3 niveaux, quoi. Ça me prend là, là et là. Et c'est ça qui est difficile. Et en fait, ce qui fait que quand on a quelqu'un qui est bien ou pas bien en face de soi, quand on est antenne, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus comment faire pour être avec l'autre. Eh bien, tout ça, c'est le langage, c'est la relation, et c'est ça la vraie définition étymologique de l'intelligence, c'est la relation entre nous tous. Ici, il n'y a plus qu'un seul cerveau. C'est la noosphère de Pierre Teilhard de Chardin, pour ceux qui connaissent. Et puis ceux qui ne connaissent pas, de toute façon, on s'en fout, on a Google. Voilà. J'ai répondu? Oui. Un petit peu. Est-ce qu'un enfant à haut potentiel a forcément des prédispositions et un goût pour les sciences? Ou est-ce que, comme une personne plus classique, il peut y avoir des domaines qui l'intéressent plus que d'autres et il y a quand même des sciences qui sont ressenties très fortement? C'est une excellente question parce que, en fait, quand on était jeune,